Là, tu chopes le son du micro? Ou tu as le son en blanc, le son du micro? Ok. Bah voilà, on fait des tests pour voir. Quelqu'un peut regarder si on a du son? Ça marche? Tu t'entends? T'entends? Ok, parfait. Très bien, je m'entends moi-même. Hein? Tu t'entends? Parfait. Chers collègues, je vous propose de revenir. Le problème technique étant résolu, nous allons reprendre dans 2 minutes le conseil municipal. Merci à tous de reprendre place. Donc pendant que vous réinstallez, je reviens sur la création des périmètres délimités des abords. Donc nous allons lancer une enquête publique conjointe avec la communauté de communes sur le nouveau périmètre du site patrimonial remarquable, donc les Vallons et Marchaux, Faubourg d'Arroux, jusque à la rive droite de la Roue. Et la confluence avec le Ternin. Et donc ce périmètre délimité des abords a vocation à se substituer à la règle des 500 mètres pour prévoir un périmètre plus cohérent, de réelle visibilité, décharger l'ABF de ses avis non nécessaires, permettre à ceux qui sont vraiment sans co-visibilité de pouvoir faire leur projet et à ceux qui sont réellement dans un périmètre d'avoir le contrôle qu'il convient de mettre en œuvre. Et donc est proposée une carte qui sera soumise de la même manière que sera soumise la carte de la création du SPR à enquête publique à partir de très bientôt. Donc il est conseillé vivement aux propriétaires qui sont concernés ou qui sont en limite ou qui étaient avant dans une zone couverte par un périmètre des abords de type rayon et qui ne le sont plus de s'exprimer et ceux qui n'étaient pas couverts et qui potentiellement ça concerne très très peu de monde mais qui seraient, c'est surtout des espaces agricoles ou interstitiels qui seraient concernés par nouvellement par le périmètre de protection des abords, également de nous apporter potentiellement leur contribution afin d'arrêter le projet définitif en accord avec l'architecte des bâtiments de France. En plus l'inscrire évidemment sur les servitudes du plan local d'urbanisme intercommunal que nous sommes en train d'élaborer. Il y aura d'ailleurs bientôt des réunions publiques également sur le plan local d'urbanisme et qui traiteront évidemment beaucoup plus largement des règles d'urbanisme sur la commune, même si le PLUI que nous avons a vocation à ne pas évoluer extrêmement fortement. Sur le périmètre délimité des abords qu'avait rapporté Gauthier Jiménez, y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc je vous propose d'approuver, de préapprouver ce périmètre et de lancer enquête publique. Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Je demande au service finance de garder leur salive pour le rapport d'orientation budgétaire. Parce qu'on vous entend d'ici, mais on a besoin de vous, donc restez concentrés. Et en attendant, Françoise André va nous présenter la délibération 3.1 sur la cession de terrains agricoles. Alors, considérant que la mairie d'Autun est propriétaire de plusieurs parcelles sises à Ménincourt et chemin de la Passerelle, considérant que ces terrains ont été mis en vente dans une délibération de numéro 146/2022 en date du 12 décembre 2022, considérant que la mairie a proposé l'acquisition de ces terrains à l'actuel locataire d'un bail à ferme, Monsieur Beaumont, considérant que les frais de géomètre seront à la charge du vendeur pour les découpages de la parcelle A1497,
considérant l'accord de monsieur et madame Beaumont pour l'acquisition de ces terrains, considérant que les frais d'acte seront à la charge de l'acquéreur, il est proposé au conseil municipal d'approuver la cession des parcelles cadastrées 467A 1501 d'une superficie de 27 436 mètres carrés située à Ménincourt, 467A 1496 pour partie d'une superficie d'environ 7 940 mètres carrés située à Ménincourt, 467A 1505 d'une superficie de 20 776 mètres carrés située à Ménincourt, 467 BT numéro 10 de 31 020 mètres carrés chemin de la Passerelle, 467 BT 11 d'une superficie de 53 720 mètres carrés située au chemin de la Passerelle, à monsieur Michel Beaumont et madame Bernadette Beaumont, exploitant actuellement ces terrains agricoles. Article 2, d'approuver la cession de ces parcelles au montant total de 33 595 €. Article 3, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document s'y rapportant. Merci beaucoup. Vous avez en annexe les parcelles proposées à Ménincourt, Paquier-Saint-Martin, l'avis des domaines, l'accord du potentiel acheteur. Nous sommes probablement au bout de notre programme de cession de terres agricoles, de terrains appartenant à la commune et que nous avons proposé aux agriculteurs exploitant ces terrains d'acquérir pour renforcer leur exploitation, faciliter aussi la transmission, faire aussi du revenu pour la commune à un moment, notamment quand on l'a lancé l'an dernier où il y avait une explosion absolument démentielle des coûts de l'énergie qui heureusement sont revenus plus proches du raisonnable. Et donc nous sommes fiers de nos agriculteurs autunois et de pouvoir les aider à consolider leur exploitation quand des terrains n'ont pas d'intérêt, j'allais dire stratégique ou d'expansion pour la commune. Et deuxièmement, quand les propositions sont supérieures à l'avis des domaines, ce qui est le cas pour quelques centaines d'euros pour les consorts Beaumont qui nous ont fait une proposition légèrement supérieure aux 33 375 € proposés par l'administration fiscale. Sur la vente de ces parcelles, il y a des réactions à la fête foraine, d'engouement et de joie sur la vente de ces parcelles agricoles à l'exploitation GAEC Beaumont et donc les consorts Beaumont qui en sont les associés. Y a-t-il des questions? Anatole Sago. Merci. J'ai bien écouté donc les arguments. En décembre 2022, on s'était abstenu sur la délibération sur la mise en vente de ces terrains, en soulignant que malgré tout les terrains apportaient des revenus à la ville, et par conséquent on va s'abstenir sur ce point. Merci pour cette contribution, cette cohérence. Effectivement, c'était la position constante. Et de notre côté, nous n'avons pas transigé sur l'évaluation des domaines. Et nous avons effectivement aussi regardé les parcelles qui étaient les moins rémunératrices, même si, comme tu le dis, avec justesse, ces parcelles étaient précédemment louées. Et donc, une cession fera qu'ils seront propriétaires, ils paieront les taxes en fonction, mais ne loueront plus à la commune ces terrains agricoles. Donc ça fait 2. Alors, je vous propose de passer au vote. Ça fait 2 abstentions, 3, 4 abstentions. Y a-t-il des oppositions? Merci pour cette délibération qui est donc adoptée avec 4 abstentions. Anatole Sago avec la procuration de Frédéric Brochot, Angéline Gorani, Florence Garnier. Et donc on passe au point 3.2 où depuis l'envoi des convocations, il y a eu j'étais obligé de lancer une procédure d'outrage vis-à-vis d'un agent de la commune qui a été victime d'outrage dans cette affaire. Donc je ne prendrai pas part à la délibération et je laisserai
donc Françoise André, rapporter cette délibération avec les éléments complémentaires qui sont inscrits dans mon petit carnet à côté, s'il y a des questions. D'accord. Donc, cette affaire foncière, c'est la cession de 2 parcelles route de Château-Chinon. Vu l'acte administratif volume 2023 P numéro 18833 publié le 13 octobre 2023 par le service de publicité foncière de Mâcon, constatant l'incorporation des parcelles K81 et K82 73 route de Château-Chinon à Autun dans le domaine privé de la commune d'Autun. Vu l'avis des domaines en date du 28 novembre 2023 pour les parcelles K82 et 83, vu l'accord de l'acquéreur, vu le plan joint en annexe, considérant que la mairie d'Autun est propriétaire depuis le 13 octobre 2023 des parcelles K82 et K83 673 route de Château-Chinon d'une superficie de 2300 m², considérant l'avis des domaines, considérant que les parcelles sont actuellement inoccupées, considérant l'accord de Madame Halima Korbolsli pour l'acquisition de cette parcelle, considérant que les frais d'acte seront à la charge de l'acquéreur, il est proposé au conseil municipal d'approuver la cession des parcelles K82 et 83 à Madame Halima Korbolsli, née le 11 août 1964 à Benaria, Algérie, résidant au 25 bis route d'Arnay-le-Duc. Alors, les éléments suivants. Alors, nous avons eu des offres successives. 12 500 € par Damien Rousset le 26 janvier, 15 000 € par Adrien Petiot le 30 janvier, 15 500 € par Anima Korbolsli le 31 janvier. Suite de première offre, 12 000 €. La première offre avait été de 12 000 €. Voilà. Avez-vous des questions sur ce... Oui. Merci. Oui, pardon. C'est beau ? Oui, oui. Merci. Avant que la ville soit propriétaire, donc depuis le mois d'octobre, c'est ça, ils étaient considérés comme des biens sans maître et Frédéric Brochot avait fait part de son étonnement sur l'acquisition, car il y avait une succession en cours. On va pas redire ce qui a été dit lors de l'avant-dernier conseil. Alors à l'époque, monsieur le maire avait indiqué que le fait de délibérer permettrait aux éventuels ayants droit de se manifester. Donc j'en aimerais savoir s'ils se sont manifestés ou non. Sur le principe, maintenant que les biens sont propriété de la ville, on n'est pas contre la vente en tant que telle. Par contre, on n'approuve pas la méthode, comme on l'a dit lors de l'avant-dernier conseil. Et donc, on va s'opposer sur ce point, ainsi que sur les autres délibérations relatives à l'acquisition de parcelles bien sans maître pour lesquelles on estime ne pas avoir le recul nécessaire. Ben, je vais vous lire tout ce qu'on a retenu. Avant que nous passions aux questions et au vote, je voudrais rappeler rapidement, ça c'était monsieur le maire, que dans quel cadre nous agissons et quels objectifs nous poursuivons à travers la question des biens vacants et sans maître et plus globalement des biens privés à l'abandon. Dans le plan d'action Cœur de Ville sur son axe habitat-logement et de l'OPARU lancé par la communauté de communes, la ville et l'État, un des objectifs premiers a été dès le début celui de la requalification du bâti ancien dégradé. Nous avons donc identifié un certain nombre d'immeubles particulièrement vétustes, souvent inoccupés, pour lesquels nous sommes entrés en contact avec les propriétaires pour leur proposer des aides à la réhabilitation dont ils peuvent bénéficier. Façade, toiture, réhabilitation intérieure, isolation, adaptation des logements au vieillissement. Parmi ces biens à l'abandon et non occupés, certains ont des propriétaires clairement identifiés. En cas de danger pour le voisinage ou la voie publique, ces derniers sont contactés et mis en demeure de faire des travaux pour arrêter de mise en sécurité. Ils peuvent aussi être invités à céder leurs biens s'ils n'en ont plus l'usage. En cas de silence ou de non-action de leur part, nous avons aussi la possibilité de lancer une procédure pour abandon de biens manifestes. C'est le cas actuellement pour le 42 Faubourg Darroux.
Pour d'autres, nous butons sur le fait qu'ils n'ont pas officiellement de propriétaire. Ce sont des biens dits vacants sans maître, souvent détenus par des propriétaires décédés depuis longtemps, dont les descendants peuvent l'être également, ou des non-règlements de succession qui peuvent durer depuis plusieurs décennies. Dès lors, à défaut de propriétaires ou descendants connus, nous contactons les offices notariaux pour connaître au cas par cas les situations. Si aucune démarche successorale n'est réellement en cours, active et démontrable, l'intégration des biens sans maître dans le patrimoine de la ville d'Autun est de droit passé 10 ans. Cette procédure est mise en œuvre par le service de publicité foncière en parallèle de l'avis du service des domaines. Nous saisissons cet outil législatif, dans une volonté parfaitement assumée de traiter la question des biens privés en déshérence qui se sont multipliés ces dernières années sur la commune. La propriété privée est un droit absolu, mais elle confère aussi des devoirs, dont en premier lieu celui de l'entretenir en bon père de famille. Les enjeux, faire que pour ces biens les choses bougent, pour résorber le nombre d'immeubles abandonnés qui donnent une image déplorable de la ville, d'abord à nos habitants, mais aussi à nos visiteurs. Remettre ces biens sur le marché immobilier local lorsqu'ils n'ont pas d'intérêt public, pour donner de l'activité à nos entreprises locales, marchands de matériaux, etc., et permettre à des ménages d'avoir des opportunités de lancer dans des projets de réhabilitation dans la ville et non pas en consommation de terres agricoles pour de la construction en étalement urbain ou dans d'autres communes proches. Ces cessions sont publiquement affichées en conseil municipal, sur notre site internet, dans les articles de presse. Anticiper les dangers, car je le rappelle, lorsque nous sommes amenés à prendre des arrêtés de mise en sécurité, arrêtés de péril, les travaux d'urgence se font souvent aux frais avancés de la commune, et donc des contribuables. Dans ces situations, il n'est jamais garanti que nous puissions retrouver nos frais. Optimiser nos recettes fiscales, car je sais que nous partageons toute la volonté de ne pas augmenter les taux d'imposition communaux. Les contributions payées pour un bien rénové et habité ne sont pas du tout les mêmes que celles d'une ruine. Telles étaient les quelques précisions que je souhaitais vous apporter à cette question. Alors, en ce qui concerne le cas de Zanardo, une plainte a été déposée contre lui et contre un agent municipal pour des propos et des écrits injurieux qui ne sont pas acceptables. Je vous rappelle que la succession non réglée depuis 47 ans, qui laissait largement le temps aux héritiers de trouver une issue à la succession, mais aucune démarche réelle n'était en cours en ce sens. La procédure aurait pu faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans les 2 mois. Il n'en a rien été. Cette procédure aurait d'ailleurs pu permettre à tout membre de la famille de sortir de l'impasse de cette situation successorale en se portant acquéreur du bien pour une somme peu élevée si elle en avait un attachement particulier, en faisant une proposition d'acquisition à la commune et si elle avait un projet de réhabilitation. Là encore, rien n'a été fait. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette situation. Y a-t-il d'autres questions ? Ce qui serait intéressant, en fait, on aborde des sujets très techniques et des choses où on n'est pas tout à fait au courant. Moi, je redis, on a besoin d'une commission municipale préparatoire à ces conseils, où on peut poser des questions en amont et avoir des réponses avant de voter. Vous voyez ce que je veux dire ? Le souci dans ce conseil municipal, c'est que on a la délibération, on peut pas poser de questions en amont. Vous voyez, je pense qu'il y a un petit problème de méthode, avec une commission municipale qui serait généraliste, où les élus qui veulent s'y associent. Voilà, ça éviterait peut-être ce genre de questionnement et d'avoir à découvrir des éléments pendant le conseil, ou en tout cas des incompréhensions
ou autres. Voilà, c'est des questions qu'on pourrait aborder en amont. Mais cette situation a déjà été abordée. Voilà. Ok. Oui. Oui. Bah, tu fais. On peut passer au vote, donc, suite à vos questions. Qui vote contre? Alors, 1, 2, 3, 4, en la personne d'Anatole Sago, Frédéric Brochot, Madame Gorini et Madame Garnier. Qui s'abstient? 2 abstentions, donc Catherine Leflon, Michael Guigeot. Je vous remercie. Ah pardon, je dois faire peut-être le décompte. Merci. Merci beaucoup. J'ai suivi sur Facebook les débats et les demandes notamment de travailler en amont, et je me suis engagé à ce qu'on puisse le faire, y compris sur les sujets très techniques. Et j'ai profité de cette pause pour vous imprimer in extenso le bilan des pépinières commerciales que je vous propose de faire passer. Normalement, il y en a un pour chaque conseiller pour que vous ayez non pas une version synthétique, mais une version exhaustive. Sont uniquement d'ailleurs des informations publiques, puisque c'est une compilation finalement des décisions que nous passons à chaque début de conseil. Mais la compilation peut être fastidieuse. Donc voilà le bilan avant changement justement de cadre. Merci Françoise de cette délibération. Et donc je crois que vous avez eu un échange sur les biens vacants sans maître. On poursuit notre quête, non pas effrénée, mais déterminée, effectivement, de parcelles qui n'ont pas de propriétaire réel, avec nos services, en lien avec les services de l'État. Hein, c'est vraiment quelque chose qu'on n'invente pas, qui se fait avec les services de l'État, qui d'ailleurs nous facturent 91 €, je crois, chaque question. Plus le prix exact, mais c'est à peu près ça. Donc les services de publicité foncière qui nous facturent les questions que nous posons. Donc il faut être sûr de son coût. En tout cas, voilà, ça nous permet de travailler en amont. Et donc ils nous ont répondu concernant plusieurs parcelles. La parcelle AS 131 qui est 19 impasse Relais et AW 88 qui est 9 rue du 22e BMNA. Que ces parcelles étaient potentiellement bien vacants sans maître. Encore une fois, la loi, je crois que Françoise, tu l'as dit, n'oblige pas à délibérer sur les biens vacants sans maître, puisqu'ils sont incorporés de droit au bout de 10 ans dans le patrimoine communal. Néanmoins, la délibération permet, dans les 2 mois, au propriétaire ou à celui qui s'estime propriétaire ou pseudo-propriétaire ou à l'ayant droit réel ou supposé de se manifester et éventuellement de pouvoir attaquer la délibération pour faire valoir ses droits. Pour l'instant, je crois, comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas eu de contentieux, mais l'idée n'est pas de léser ou d'exproprier ou de spolier, comme j'ai pu malheureusement le lire dans les échanges dont je faisais part, mais de faire en sorte que des biens qui sont en déshérence soient de nouveau mis sur le marché ou mis à disposition de la commune. Alors, il s'agit ici d'une propriété, nous disent les impôts, de Monsieur Guy Cos, qui est né le 20 avril 1921 et qui est décédé le 27 avril 2010, et de Madame Suzanne Laurent, qui était née le 5 novembre 1920 et qui est décédée le 8 septembre 2005. Et il se trouve que pour ces 2 parcelles, à notre connaissance et selon le service des impôts, aucun successible ne s'est présenté pour les réclamer. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à procéder à l'acquisition de ces 2 parcelles sans maître et de donner tout pouvoir à Monsieur le maire ou à son représentant de prendre les mesures afin de signer les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. En gros, c'est la publication
au service de publicité foncière de la propriété de la commune. Donc sur ces 2 parcelles, je comprends que le vote puisse être partagé, puisque c'est effectivement des questions très techniques, mais on est assez serein sur le fait que elle soit vacante sans maître. Les premières délibérations étaient très évidentes, et puis plus on avance, plus les cas sont potentiellement complexes, et puis à un moment, j'espère qu'il y aura plus de biens vacants sans maître sur la commune, c'est un peu l'objectif. Donc sur cette délibération, y a-t-il des oppositions? 2, 3, 4, des abstentions? Pas d'abstention. Donc opposition: Anatole Sago, Frédéric Brochon, Angélique Gorini, Florence Garnier. Merci d'avoir adopté cette délibération. Je redonne la parole à Françoise André. Et je redis que sur ce nos agents qui travaillent sur ce sujet font un travail de fourmi. Et je redis qu'il n'est pas tolérable qu'ils soient outragés dans le cadre de leurs fonctions, y compris par des personnes qui seraient effectivement potentiellement mécontentes de leur travail. Il y a des voies de droit que nous ouvrons en plus très larges volontairement pour potentiellement que des personnes se manifestent selon les modalités prévues par la loi. Je ferme la parenthèse et je donne la parole à Françoise André sur la convention de servitude avec Enedis 3.4. Considérant qu'Enedis entreprend des travaux électriques sur le site de l'ancien hôpital boulevard Frédéric Latouche, considérant que ces travaux impliquent la création d'une servitude aérienne sur la parcelle AI 518 et d'une servitude avec l'établissement d'une canalisation souterraine sur une longueur totale d'environ 526 mètres sur les parcelles AI 518 et 520, considérant qu'il est nécessaire de conventionner avec Enedis afin d'établir une servitude pour cette ligne électrique conformément au plan joint en annexe. Il est proposé au Conseil municipal, article 1, d'approuver les conventions de servitude avec Enedis sur les parcelles cadastrées AI 518 et 520. Article 2, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document s'y rapportant. Merci beaucoup. Il s'agit d'une convention de servitude classique pour du réseau électrique qui doit passer par délibération devant le Conseil municipal. Y a-t-il des questions sur cette délibération ? Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Je vous propose de passer au 3.5, affaires foncières, sur la convention d'occupation de domaine public pour l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, place du Champ. Donc nous avions publié un appel à manifestation d'intérêt sur le site de la ville et dans la presse, je crois, le 24 novembre pour susciter les offres pour des bornes de recharge place du Champ. Nous avons reçu la candidature de la société Easy Charge Services, qui est une filiale de Citéos, qui est lui-même une filiale de Vinci, si je suis presque quasiment sûr de la chose, voilà, qui d'ailleurs exploite déjà des bornes sur la commune, notamment les bornes du Cidel, et qui ici donc candidate en propre afin d'implanter, de raccorder, d'exploiter des bornes de recharge pour véhicules électriques à leurs frais et en payant à la commune un droit de place, c'est le cas de le dire, d'une redevance de 300 € par place par an. Il y aura 2 places, donc c'est 600 € d'occupation du domaine public par an et sans participation de la commune aux frais de raccordement ou de construction d'exploitation de ces bornes payantes de recharge de véhicules électriques qui seront place du Champ, qui nécessiteront donc de réaménager les places PMR qui seront légèrement décalées pour pouvoir permettre au plus près de l'armoire électrique l'installation des bornes de recharge. Sur cette convention d'occupation de domaine public avec la société Easy Charge Services, y a-t-il des questions ? Pas de questions. Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Et je vous indique que nous réfléchissons potentiellement à lancer d'autres appels à manifestation d'intérêt, étant donné l'intérêt justement des opérateurs privés à installer à leurs frais et à exploiter des bornes de recharge sur la commune. Rapport 4.1, Gauthier-Giménez. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Maire, Monsieur le Représentant, ayant délégation à signer tout document s'y rapportant. Rapport 4.1, Gauthier-Giménez. 4.1, Gauthier-Giménez. 4.2, Gauthier-Giménez. 4.3, Gauthier-Giménez. 4.4, Gauthier-Giménez. 4.5, Gauthier-Giménez. 4.6, Gauthier-Giménez. 4.7, Gauthier-Giménez. 4.8, Gauthier-Giménez. 4.9, Gauthier-Giménez. 4.10, Gauthier-Giménez. 4.11, Gauthier-Giménez. 4.12, Gauthier-Giménez. 4.13, Gauthier-Giménez. 4.14, Gauthier-Giménez. 4.15, Gauthier-Giménez. 4.16, Gauthier-Giménez. 4.17, Gauthier-Giménez.
Oui, merci Monsieur le maire. Ce rapport concerne un don exceptionnel que nous avons reçu de la Fondation Bellemain dans le cadre de la restauration de la Vierge Beaulieu par l'intermédiaire de la Fondation du patrimoine, que nous remercions très chaleureusement. Alors vous aurez l'occasion de pouvoir la revoir, peut-être que vous avez déjà vu des photos, et si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à le faire. Elle est absolument remarquable maintenant. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver les conditions établies par la Fondation Bellemain dans le cadre de sa donation. Les conditions étant affecter la somme versée à la restauration de cette Vierge Beaulieu, informer le comité exécutif de l'avancement du chantier, adresser des photos correspondant à différentes phases de cette restauration, communiquer et informer le comité exécutif de toute opération de communication autour de ce projet, afin de respecter la charte graphique de la Fondation. Dans l'article 2, d'approuver la cession des droits concernant les photographies de ce projet. Article 3, d'accepter le don d'un montant de 5 000 € provenant de la Fondation Bellemain. Article 4, d'accepter que la recette du don soit inscrite en section d'investissement au compte 1328.31410.I04. Et article 5, d'autoriser Monsieur le maire ou tout représentant ayant délégation à signer tout document se rapportant à ce dossier. Merci beaucoup Gauthier, merci surtout à la Fondation Bellemain, sous l'égide de la Fondation du patrimoine, très active à Autun, pour ce don. Et par cette délibération, on remercie également tous les donateurs privés qui, également sous l'égide de la Fondation du patrimoine, ont contribué à la restauration de la Vierge Beaulieu, et même au-delà de ce que nous pensions, puisque après la restauration du manteau, nous allons aller sur la restauration des mains et du visage, la carnation, de retrouver le teint d'origine de la peau de cette superbe statue, sculpture peinte en bois peint, et donc dire qu'on est évidemment tout à fait reconnaissant à la Fondation et à son président Bertrand de Bellois de son don à la commune dans ce but. Pour l'approbation de ce don de la Fondation Bellemain, y a-t-il des questions ? Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci, et merci encore à la Fondation du patrimoine, la Fondation Bellemain. Sur les articles en vente au muséum, très actif en ce moment le muséum, et encore plus bientôt avec l'exposition des merveilles du musée, en tout cas sur le tarif de la boutique, Sarah Pignolet de Fresnes. Bonsoir. Considérant le souhait de renouveler une partie de l'offre à la boutique du Muséum d'histoire naturelle Jacques de la Comble, considérant que le musée d'histoire naturelle vend des objets ayant des dates de péremption, considérant que la commercialisation d'anciens et nouveaux produits se fera au comptoir de vente du Muséum d'histoire naturelle, étant précisé que l'encaissement des recettes sera effectué via la sous-régie de recettes et d'avances du muséum ou au moyen de factures. Considérant que tout article vendu à la boutique du Muséum d'histoire naturelle Jacques de la Combe ne figurant pas dans cette délibération conserve le tarif actuel appliqué. Il est proposé au conseil municipal, article 1, d'approuver la grille tarifaire suivante. Il s'agit d'objets, différents objets allant de porte-clés crayons pour des prix allant de 2 € à 15 €, ainsi que différents ouvrages à des prix éditeurs. Il est précisé que toute variation de tarif pour des articles soumis à des prix éditeurs s'appliquera d'emblée sans décision. Article 2, de maintenir le seuil minimal d'utilisation de la carte bancaire à 2 €. Article 3, d'autoriser Monsieur le maire ou tout représentant ayant délégation à signer tout document s'y rapportant. Merci beaucoup. Donc vous lirez vous-même la liste exhaustive et parfois pittoresque des ouvrages et des objets qui sont proposés à la vente. Je pense la plupart jeunesse. Donc sur ce catalogue de prix, y a-t-il des questions? Y a-t-il, je vous propose de passer au vote, des oppositions, des abstentions, unanimité, je vous remercie. Non, pardon, ok. Alors, donc nous passons maintenant à un moment que nous attendions tous, qui est... Ah pardon, non? Qu'est-ce qu'il y a? Ben c'est ça qu'on attend.
Ah non, non, enfin, en tout cas, personnellement, c'est beaucoup de travail. C'est l'ouverture du trésor de la cathédrale, qui est vraiment sans ironie, le moment qu'on attendait, parce que ça fait, voilà, ça fait plusieurs années qu'on attendait la réouverture du trésor. Ça fait partie du plan de relance de l'État, avec des discussions assez complexes avec le Centre des Monuments Nationaux, que je remercie, avec l'association des Amis de la Cathédrale, son président Rémi Chandegros, que je remercie, avec le clergé également, qu'on remercie, l'État, le sous-préfet, pour savoir comment on peut présenter au public ce trésor de la cathédrale. Donc, vous aurez dans les tarifs le tarif d'ouverture qui sera proposé, et la gestion qui a fait l'objet d'une convention entre toutes les parties. C'est donc d'une ouverture selon les horaires que vous avez dans le corps de la délibération, avec des départs visites guidées accompagnés par un guide municipal et ou avec l'office de tourisme toutes les heures. Donc ce sera un équipement qui sera visitable, mais non pas en accès libre, en visite guidée, payante, départ toutes les heures. Et la date prévisionnelle, donc je remercie Jean-Louis qui va faire la visite de sécurité. On croise les doigts pour que la visite de sécurité soit concluante. C'est le dernier obstacle à surmonter. C'est le 8 mars, je crois. Et si le 8 mars, la visite de sécurité est concluante, nous pourrons probablement, l'État, le CMN, la ville, pourra probablement ouvrir l'équipement au public autour du 15 avril. Donc pour la saison. Peut-être même en même temps que la pose des vitraux d'Aberola, qui sont également un futur trésor en termes artistiques de la cathédrale. Alors, pour cela, il a fallu se réorganiser en interne et pouvoir justement mutualiser nos guides, nos médiateurs. On en reparlera tout à l'heure, mais vous avez vu que nous recrutons sur le site de la ville 2 médiateurs. Et donc de prévoir des ouvertures de sites coordonnés, justement, pour prévoir les plannings des agents. Coordonnées entre le muséum, l'espace Gilles Lebertus qui est en face de la cathédrale et le trésor. C'est pourquoi il vous est proposé d'approuver les horaires d'ouverture de Gilles Lebertus, donc tous les jours, sauf le dimanche, de 10h à 13h, de 14h à 18h. Les horaires d'ouverture du muséum en basse saison, fermés lundi, mardi, et sinon ouvert de 10h à 13h, de 14h à 17h. En haute saison, c'est-à-dire du 1er avril au 30 septembre, fermé le lundi et ouvert tous les autres jours de 10h à 13h et de 14h à 18h, avec les jours fériés habituels. Et donc pour le trésor de la cathédrale, uniquement en saison. L'accord qui a été trouvé pour le moment prévoit uniquement une ouverture en saison. Il y a également, il faut le savoir, des objets précieux du culte et des tissus qui nécessitent des conditions de conservation qui ne sont pas forcément réunies l'hiver dans le cadre actuel de l'aménagement. Donc, les objets seront présents et présentés en saison, c'est-à-dire du 1er avril au 30 septembre, sauf lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, de 10h à 13h et de 14h à 18h. Donc, départ, visite guidée, 10h, 11h, midi, 13h, 14h, 15h, 16h, 18h. Le week-end des journées du patrimoine, avec également donc l'ouverture le dimanche, sinon c'est fermé, et donc l'ouverture 2024 entre le 1er et le 15 avril, en fonction des indications et des mesures correctives éventuelles de la commission de sécurité. Et également le musée lapidaire, qui du coup adapte également, enfin on en profite pour repasser les horaires, ouvert tous les jours de 14h à 18h, sauf le mardi où cet équipement sera fermé. Voilà pour la bonne nouvelle, j'espère. Donc vous serez entre le 1er et le 15 avril, toutes et tous invités à l'inauguration, l'ouverture de cet espace assez fabuleux du trésor et de la salle au-dessus, donc salle malheureusement non accessible PMR, mais tout le reste est accessible PMR, mais la salle lapidaire, la salle capitulaire, donc avec les sculptures en pierre de Gilles Lebertus, qui est donc à l'étage, et tout le reste dans la sacristie, et ça reste consacré comme sacristie, ce qui fait qu'il y aura potentiellement
en fonction des demandes de l'affectataire, le clergé d'Autun, des moments exceptionnels de fermeture. Voilà finalement l'aboutissement des négociations et en même temps des travaux finaux qui permettront d'ouvrir cet équipement selon les horaires définis et en lien avec les horaires des autres équipements culturels. Sur les horaires d'ouverture, il y a été question, Michael Guigeot. Oui, sur ce dossier central de ce conseil municipal, déjà je tenais à féliciter pour ces résultats, notamment à propos du Trésor, les services de la ville, le diocèse, la paroisse, l'association des amis de la cathédrale, enfin un aboutissement sur ce projet. Ça a d'autant plus d'importance du fait que notre musée central est fermé pour quelques années, et donc d'avoir une dynamique patrimoniale avec des nouveautés, ça trouve tout son sens. Et en plus, ce qui va se passer au musée Homme d'Histoire Naturelle, ça me paraît également intéressant. Petite question sur le musée lapidaire. Comment le musée lapidaire va s'inscrire dans la redynamisation globale des musées d'Autun? Donc le muséum, une bonne dynamique est déjà en cours. Le panoptique, donc on verra ça dans quelques années. Mais ce musée lapidaire me semble un petit peu isolé, on va dire urbanistiquement parlant, par rapport aux deux autres. Comment mieux le signaler, comment mieux communiquer, parce que c'est un musée qui est quand même une des pépites d'Autun. Et quelle est sa fréquentation les étés en saison? Je pense pas que ce soit très très gros, mais je pense que voilà, l'idée c'est de pouvoir améliorer encore ce musée. Merci. Alors la dernière question un peu piège, parce que je crois qu'on fait pas de comptage au muséum. Alors au musée lapidaire. Alors juste avant, Gauthier, que tu prépares, Gauthier connaît peut-être de tête. Alors simplement pour répondre en partie, je cherche un truc. Ce quartier Marchaux mérite vraiment d'être mis en valeur. C'est pour ça que on y crée l'extension du site patrimonial remarquable. Ce sera l'enquête publique et donc le secteur sauvegardé, avec un plan de sauvegarde et de mise en valeur sur ce tellement, sur ce quartier. Probablement des questions aussi de traitement des friches autour. On a aujourd'hui la Poste qui occupait le magasin Catena, qui est parti suite au sinistre qu'ils ont connu. À voir dans quelles conditions ils reviennent, ils reconstruisent ou on fait un autre projet. Il y a également le bâtiment Agri Sud-Est, qui est aussi une friche où on a lancé une procédure, où on est en train de lancer une procédure de biens en état d'abandon manifeste, parce que là on connaît clairement le propriétaire, c'est Agri Sud-Est, via les entités successives. Mais clairement, dans l'immédiate proximité du musée lapidaire, on a la requalification à faire. Il y a tout le boulevard Laureau qu'on est en train de requalifier, tronçon après tronçon, puis la voirie qui arrive cette année ou l'an prochain en fonction des crédits de la communauté de communes, puisque c'est une voirie communale. Donc on veut redonner un éclat à ce quartier. Ensuite, les collections qui étaient présentées ou qui n'étaient pas présentées, puisqu'il y avait une partie des collections qui étaient dans la réserve, dans l'espèce de hangar sur le côté. Eh bien, une partie ont rejoint les réserves centralisées. Le buste, pas le buste, même la statue du président Jeannin a rejoint l'hôtel de ville. Vous l'avez peut-être vu en arrivant, elle est juste derrière nous dans le hall. Elle était cachée, en fait, elle était dans le hangar. Elle n'était pas accessible au public, ni visible. Donc c'est Jeannin, celui qui figure aussi sur le fronton de notre mairie, il était normal que nous puissions lui faire une place d'honneur dans le hall d'honneur de l'hôtel de ville. Et puis une partie notamment du lapidaire monumental, c'est-à-dire des grosses colonnes, certaines mosaïques, certains chapiteaux font partie de la programmation du futur musée. Donc dans ce cadre-là, on va être sur des collections qui seront plus aérées, autour notamment des stèles funéraires, et d'un jardin qu'on veut aussi pouvoir être agréable dans ce quartier. Donc les collections seront mieux mises en valeur, on essaye de mettre mieux en valeur le quartier, et je passe la parole à Gauthier Jiménez. On a refait les toitures sur les années précédentes parce que l'eau coulait, donc on va dire que l'ensemble est quasi neuf en termes de toiture et d'étanchéité, et je laisse la parole à Gauthier pour donner une approximation du nombre de visiteurs et puis d'autres éléments complémentaires sur la fréquentation. Et Médecine Alberac, pour ceux qui tiennent le compte-rendu, rejoint le conseil municipal. Gauthier Jiménez. Merci pour cette question, Michael. Je suis bien sincèrement désolé parce que je ne vous donnerai pas des chiffres à l'envolée pour ne pas vous dire de bêtises.
En revanche, si je me souviens bien des pourcentages appliqués sur l'évolution, par exemple, sur plusieurs années, on a quasiment doublé les chiffres de fréquentation entre 22 et 23. Et précédemment, ils avaient augmenté de près de 60 à 70%. Alban Silva, donc le directeur adjoint du muséum, tient à jour les chiffres et on peut vraiment se targuer d'avoir une fréquentation assez exceptionnelle au muséum. Donc c'était musée lapidaire. C'est mon lapsus. Muséum, effectivement, là j'ai chiffres. Non, mais c'est parce que c'est moi qui me suis trompé. Pardon. La question de Nickel Guigeot, c'était sur la fréquentation. Alors le muséum est clairement en croissance de fréquentation. Voilà. On pourra en reparler, ça sera dynamisme. Sur le musée lapidaire, est-ce qu'on a des chiffres de fréquentation? Non, pas du tout. On fait pas de comptage. Enfin, en tout cas, j'en ai pas, mais ça peut être demandé évidemment, et je pense qu'une autre traçabilité existe. Il n'y a pas de comptage, mais. Donc il faudrait mettre un éco-compteur comme devant la cathédrale. C'est un musée, un espace qui est gratuit, qui était gardienné précédemment. Bon, on va pas rentrer dans les détails pour des questions de sécurité, mais qui était le gardiennage a changé. C'est un gardiennage, on va dire, passif, et donc on n'a pas comme c'est gratuit, en libre accès, on est sur un jardin public, musée lapidaire, ouvert. Plus que sur un établissement fermé, plus un lieu de rêverie, de poésie, de promenade, plus que sur un équipement muséal comme on pourrait s'y attendre au vu du nom. Tout à fait. Ouais, l'idée, c'est surtout pour moi d'intégrer ce petit joyau dans ce quartier, dans une volonté urbanistique renouvelée, qui paraît importante pour ce quartier de la ville, qui mérite des aménagements que tu as cités à l'instant. Donc voilà, c'est plutôt d'englober ce jardin un peu historique et patrimonial dans une refonte complète du quartier, et notamment à travers les remparts médiévaux qui sont à proximité. Absolument. Donc je précise deux choses. D'une part, il avait l'appellation Musée de France au vu des collections, et son changement fait qu'il sort du périmètre Musée de France. Et d'autre part, je regarde le dossier que nous avons en 2020. Nous avions et avant nous avions des fermetures en fonction du gardien et des vacances du gardien, des fermetures estivales qui rendaient les gens un peu fous. J'ai un certain nombre de mails de gens assez mécontents. Et donc désormais, le changement de mode de gardiennage nous permet d'offrir une ouverture. En tout cas en continu, sauf le mardi, pendant la saison. Là aussi, on est sur une ouverture l'été pour faire vraiment jardin d'agrément, hors mardi. Voilà. Et on pourra éventuellement mettre un éco-compteur, peut-être regarder avec l'Office de tourisme, ou les données de traçage GSM qu'on a avec MyTraffic pour demander la fréquentation. Mais clairement insuffisante au vu de la qualité de l'espace, de la chapelle qui est là, des stèles, de la barque gauloise. Ça mérite d'être plus connu. Il y a une question aussi d'animation. On y a fait la Biennale d'art sacré contemporain, on y a fait de la performance musicale, on y a fait de la performance théâtrale. Pour amener de la fréquentation, il faut aussi pouvoir amener de l'animation sur site, et on va s'y employer. La nuit des musées, voilà. Ok. On avait voté sur... Non, on n'a pas voté. Alors je vous propose de passer au vote sur les horaires d'ouverture tels que présentés des différents équipements. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie, et je vous invite donc, dès qu'on aura la date, entre le 1er et le 15 avril, à l'ouverture du Trésor. Alors, effectivement, maintenant le moment que... Beaucoup attendent, juste après l'ouverture du Trésor de la cathédrale, le débat d'orientation budgétaire qui justifie justement les 12 jours d'envoi des convocations. Et il vous est présenté par Véronique Paco. Oui, merci Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs. Donc nous avons, à l'ordre du jour de ce conseil municipal, effectivement, le débat d'orientation budgétaire, qui est un gros morceau de la vie de notre collectivité. Donc je vais essayer de vous présenter les choses de la manière la plus synthétique possible, puisque chacun et chacune a eu connaissance des éléments d'une manière très très détaillée. Et après, nous serons disponibles, bien entendu, pour répondre aux questions des unes et des uns et des autres.
Donc, comme en résumé, en fait, que nous avons quand même un contexte macroéconomique défavorable, une croissance faible et une inflation persistante, et nous avons aussi un objectif de redressement des comptes publics, mais une mise à contribution des collectivités selon des modalités à préciser de la part de l'État. Donc moi je vais vous présenter maintenant un peu plus synthétiquement, on va dire, que ce que vous avez pu découvrir dans le rapport, la situation de la ville d'Autun. Et donc je vais reprendre les points dans l'ordre de ceux du rapport d'orientation budgétaire. Voilà. Donc nous avons volontairement retenu l'année 2019 comme du fait de l'exercice 2020 non représentatif dont l'ensemble des postes concernés par le Covid. Donc ainsi, en partant de 2019, nous disposons d'un exercice dont les réalisations ne sont pas impactées par un phénomène exogène, ce qui permet en fait d'avoir des évolutions de recettes et de charges fiables. Sur la période 2019-2022, les dépenses réelles de fonctionnement évoluent de 1,6 en moyenne par an. Le niveau est très proche de celui de l'inflation constatée sur la période, et ce qui veut plus 1,5 en moyenne par an. Sur la même période, les recettes réelles de fonctionnement se sont développées de 1,8 en moyenne par an. Concernant l'évolution de la capacité d'autofinancement des investissements, pour la ville d'Autun, la progression plus rapide des recettes de fonctionnement, respectivement 1,8 en moyenne par an contre 1,6 en moyenne par an, induit une amélioration du niveau de l'épargne brute. Celle-ci s'apprécie environ de 150 000 € sur la période d'étude. La hausse du coût des fluides vient forcément impacter l'épargne à la baisse en 2022 par rapport à 2021 et explique la quasi-totalité de l'évolution de l'épargne entre les deux exercices. L'épargne nette, c'est-à-dire la capacité d'autofinancement net des investissements une fois le capital de la dette remboursée, est globalement stable autour de 540 000 en 2022. Malgré la réduction de l'épargne en 2022, le taux d'épargne brute demeure à un niveau satisfaisant, traduisant une situation financière saine, davantage que celle des communes de la strate démographique, dont le niveau est d'environ 14%. La ville a supporté sur la période 2019-2022 5 milliards de dépenses d'investissement par an, en sus du remboursement du capital de la dette. Elle a perçu en parallèle des recettes qui correspondent essentiellement aux subventions et au FCTVA. Au final, le besoin de financement des investissements au coût net d'investissement annuel moyen atteint 2,46 millions d'euros sur la période 2019-2022. Par rapport aux communes de même strate démographique, la ville a pris en charge des dépenses d'équipement, mais surtout a su mobiliser un niveau de subvention 60% supérieur par an. Les excédents de la commune s'établissent à 6,65 millions d'euros en 2022 contre 3,3 en 2019. En parallèle, l'encours de la dette a légèrement diminué entre 2019 et 2022. Avec un encours qui diminue légèrement et une épargne brute qui progresse elle aussi légèrement, le ratio de capacité de désendettement s'apprécie tout en restant autour de cette année. Ce niveau traduit une situation financière saine. En retraitant l'épargne brute de la hausse du coût des fluides, le ratio de capacité de désendettement aurait pu atteindre 6 années, tout en disposant au niveau des excédents de près de 3,4 millions d'euros supplémentaires. Les excédents de la ville permettront de limiter le recours à l'emprunt et les coûts actuellement majorés qui découlent de la remontée des taux d'imposition. Donc le point sur la situation de l'année 2023. Donc, bien sûr, la poursuite relative de la crise énergétique, l'inflation sur l'ensemble des secteurs, ainsi que la revalorisation du point d'indice des agents ont des effets sur le budget et sur les réalisations de ce budget. En section de fonctionnement, au niveau des dépenses, donc nous avons quand même
conduit tout au long de l'exercice 2023 des efforts de maîtrise des charges et ceci a permis le maintien des dépenses à hauteur de celles de l'exercice 2022. En ce qui concerne les recettes, différentes variables font évoluer les recettes de 5% par rapport à l'année 2022. Au global, l'épargne brute s'établit en 2023 à 3,7 millions d'euros, ce qui correspond à un taux d'épargne brute de plus de 20%. Donc, ce qui est un niveau très sain. En ce qui concerne la section d'investissement, hors capital de la dette, les dépenses d'investissement s'élèvent à 6 millions d'euros. Parallèlement, la ville a perçu un peu plus de 5,9 millions d'euros de recettes d'investissement, composées notamment du FCTVA, des subventions, des produits de cession d'actifs et d'opérations. Pour compte de tiers, le besoin de financement global pour 2023 donc a été couvert par l'épargne disponible. Au cours de l'exercice 2023, la ville a poursuivi son désendettement engagé en 2022. L'augmentation, alors attendez, j'ai perdu ma ligne. Voilà, donc 2022, donc le stock de la dette a diminué pour s'établir à 20 millions d'euros en 2023. Donc l'augmentation de l'épargne brute de la ville associée à la réduction de son encours de la dette permettra d'aboutir à un ratio de capacité de désendettement de 5,4 années, qui est très sain. Face au contexte national, la situation des collectivités territoriales se tend et nombreuses sont celles qui sont en grande difficulté à l'heure de faire face à l'envolée des prix de l'énergie, à l'inflation ou aux augmentations successives et nécessaires de rémunération des agents publics. Certaines revoient même leur plan d'investissement à la baisse et d'autres sont même amenées à réduire le service rendu au public. À Autun, la bonne gestion menée depuis de nombreuses années permet d'absorber ces évolutions substantielles de dépenses tout en maintenant un haut niveau de service au public et en accélérant notre programme d'investissement. Ainsi, pour son budget 2024, la ville d'Autun poursuit les orientations telles que l'accélération du programme d'investissement pour entretenir, développer la ville et s'adapter aux évolutions climatiques et énergétiques, conserver les perspectives de dette soutenables à long terme, tout en poursuivant la démarche de désendettement déjà engagée. Accompagner prudemment la hausse des dépenses de fonctionnement pour tenir compte des perspectives renouvelées d'inflation et des ambitions de développement de politiques publiques. Maintenir une politique de stabilité fiscale, c'est-à-dire un taux d'imposition locaux inchangé depuis la baisse du taux communal de la taxe foncière votée en 2018 et d'optimisation des recettes. Conforter le partenariat avec la communauté de communes Grand Autunois-Mormant pour le renouvellement urbain et la recherche continue d'efficience collective de la gestion des services publics, poursuivre l'amélioration de la qualité de vie au quotidien des Autunois. Concernant les dépenses de fonctionnement, donc nous avons mis en place un certain cadrage forcément de ces dépenses de fonctionnement, ce qui nous amène aussi à avoir de bons résultats, et notamment les travaux de préparation budgétaire avec les services font ressortir une réduction des charges à caractère général de près de 200 000 euros en 2024 par rapport à 2023. Donc je remercie les services qui se sont engagés durant toute l'année 2023 sur ce travail avec une réflexion constante pour respecter en fait nos différents critères donc inscrits dans une lettre de cadrage. Donc cette réduction des charges serait principalement liée à la réduction des dépenses énergétiques ainsi qu'à la non-reconduction de certaines opérations ponctuelles qui ont eu lieu en 2023, comme par exemple, nous en avons parlé tout à l'heure, le déménagement des œuvres du musée vers les réserves, qui a été donc une grosse et lourde tâche à effectuer. Cette prévision découle d'un objectif de maintien dans le contexte inflationniste de l'évolution des charges au niveau le plus faible possible afin de dégager des économies toujours sans impacter le service rendu aux usagers. Pour les frais de personnel,
Les arbitrages en cours conduisent à anticiper une évolution voisine de 4,5%, niveau incompressible compte tenu des mesures nationales prises en 2022 et 2023 et de celles à venir. La prospective budgétaire de la masse salariale pour l'année 2024 intègre plusieurs facteurs d'évolution qui, pour certains, relèvent de facteurs exogènes s'imposant à la ville, comme le relèvement du point d'indice par exemple, et pour d'autres de choix volontaristes portés par la ville. Par exemple, le respect de l'obligation en matière de handicap pour 2023, qui est un facteur donc exogène, a été respecté puisque la ville d'Autun payait une amende auparavant, mais dernièrement, elle a réussi à relever le défi et par le recrutement de personnes porteuses de handicap, la valorisation de prestations auprès d'entités telles que l'ESAT, AMI, a permis à la ville d'Autun de respecter cette obligation d'emploi. Pour l'exercice 2024, les modifications résultant des dispositions légales et réglementaires étant instaurées, les prérequis au déploiement d'une politique des ressources humaines dynamique et efficiente sont les suivantes. Donc il y a encore beaucoup de choses à effectuer, et notamment structurer l'organigramme de la collectivité, clarifier le rôle des différents acteurs RH, définir et respecter les circuits de communication, notamment dans les décisions internes, sécuriser et formaliser les procédures, même si nous avons déjà mis en place beaucoup de choses, et il reste quand même quelques procédures à mettre en place. Préciser les fiches de poste et les missions, puisque ce sont les fiches de poste donc qui installent, on va dire, l'agent dans la collectivité, et les missions qui lui permettent d'évoluer, d'atteindre les objectifs fixés, et notamment à chaque chef de service d'assumer le rôle de manager qui lui est assigné. Renforcer donc l'engagement collaborateur, la marque employeur de la collectivité et l'esprit d'équipe. Donc en fait ce triptyque, engagement collaborateur, marque employeur de la collectivité et esprit d'équipe, je pense que c'est primordial pour que l'agent évolue, on va dire, de la façon la plus juste possible. Et c'est important aussi pour les élus de savoir qu'un agent s'engage dans une collectivité avec cet esprit d'équipe qui renforce forcément la marque employeur de la collectivité. Donc encourager la culture travail avec pour objectif bien sûr de maintenir le service au public et d'améliorer la performance publique. Développer un management, j'en ai parlé tout à l'heure, donc ça c'est le chef de service qui doit être reconnu dans son rôle de manager. Et c'est source, je pense, de responsabilisation et de motivation professionnelle. Et tous ces paramètres feront qu'en fait, au niveau de l'attractivité de la collectivité en matière d'emploi, je pense qu'on a tout à gagner à, on va dire, enrichir et favoriser cette image et rendre l'attractivité de la collectivité en matière d'emploi. Ça me semble quelque chose de primordial. Concernant l'optimisation des ressources humaines, l'application, là je vous en ai parlé brièvement. Nous avons eu donc la mise en place du RIFSEP. En 2000, nous avons le RIFSEP, c'est donc le régime indemnitaire fonction des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Donc il a été mis en place bien sûr dans la collectivité, et au cours de l'année 2024 nous envisageons de faire un petit peu avec les représentants du personnel une évaluation du dispositif, et éventuellement, comme il s'agit de quelque chose de nouveau, il ne faut pas que ça reste figé, il faut plutôt l'évaluer et l'adapter aux besoins de la collectivité. Maintenant, je vais passer au budget principal et notamment les recettes de fonctionnement prévues pour 2024. Ces recettes seront stables par rapport au BP 2023. La fiscalité communale, donc Autun est membre de la communauté de communes de Grand Autunois, donc la fiscalité professionnelle unique fait que toutes les ressources économiques sont perçues par la communauté de communes. La ville perçoit quant à elle la taxe sur le foncier bâti, la taxe sur le foncier non bâti et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Sur chacune de ces taxes,
La ville vote ses propres taux d'imposition et ceux-ci n'ont pas évolué. Concernant l'évolution des dotations à percevoir, la DGF, dotation globale de fonctionnement perçue en 2023, s'établit à 5 millions d'euros, un peu plus, mais je vous fais grâce des... en matière d'investissement, les perspectives donc inscrites à inscrire au budget primitif 2024 devraient se situer autour de 10 millions d'euros, niveau proche de celui prévu en 2023. Le projet phare de ce mandat demeure la rénovation et l'extension du panoptique d'Autun, musée Rollin. Pour rappel, les dépenses de ce programme sont équilibrées principalement par des subventions dont vous aviez l'ensemble du détail dans le rapport. Au-delà du programme du panoptique d'Autun, musée Rollin, sont prévus bien sûr d'autres investissements pour 2024 que l'on peut résumer rapidement en travaux de patrimoine, installation et aménagement de voiries, travaux sur les bâtiments publics, réseaux d'éclairage, etc. Le financement donc de cette enveloppe serait assuré en 2024 et au stade du budget primitif par le FCTVA qui est versé à la ville 2 ans après la réalisation des investissements. Donc sur une base prudente de dépenses éligibles au compte administratif 2022, le crédit s'établirait à 900 000 euros. Et les subventions d'équipement, donc en ayant toujours une prudence sur ces subventions d'équipement, est inscrit usuellement au budget primitif. Elles sont en cours d'instruction. Donc, compte tenu du nombre d'opérations susceptibles d'être aidées par les partenaires financiers de la ville, les recettes complémentaires seront à inscrire au cours d'année. Donc il y aura une évolution au cours de l'année. Actuellement, nous avons connaissance de près de 400 000 euros de subventions en sus de celles déjà notifiées pour le panoptique d'Autun musée Rollin. L'écriture d'un emprunt d'investissement. Donc le niveau effectif de l'emprunt 2024 s'inscrira dans le cadre de la politique de désendettement de la ville d'Autun, engagée et abordée précédemment. La limitation du recours à l'emprunt, associée à la vigilance portée sur le maintien de notre épargne brute, nous permettra de conserver un bon ratio de capacité de désendettement. Sur les budgets annexes, donc les IPDR, immeubles productifs de revenus, donc le centre Valmy, les locaux commerciaux du passage Balthus, la gendarmerie, l'Hexagone, le local Pôle emploi, le local technique Louis à Veolia. Donc là, ce sont juste le rappel pour mémoire de ce que ce sont les biens que possède la commune en fait et qui sont mis en location. La ville d'Autun, comme vous le savez, a acquis au cours de l'année 2023 la gendarmerie. Donc cette action impacte légèrement les grandes masses de la section de fonctionnement du budget IPDR, puisqu'auparavant, jusqu'au 31 mars 2023, la ville payait un loyer à la Caisse des dépôts Habitat, CDC Habitat, et elle rembourse maintenant une annuité d'emprunt, donc et elle supporte les coûts d'entretien du bâtiment. En ce qui concerne les investissements, il est prévu la réalisation d'une étude d'extension de la gendarmerie visant à créer des logements supplémentaires ainsi que le lancement des travaux de rénovation du bâti existant. Donc une enveloppe de travaux d'environ 150 000 euros est prévue pour l'ensemble du parc restant du budget. Autre budget annexe, celui de l'archéologie, qui a été créé en 2023 suite à l'habilitation obtenue par le service archéologique auprès de l'INRAP, permettant de facturer la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive. Donc pour l'exercice 2024, le budget a été arrêté afin de couvrir les frais de réalisation de ces opérations de service public ainsi que le déroulement de la journée archéologique qui constitue un événement d'ampleur de communication auprès du grand public. Le dernier budget annexe, l'assainissement. Pour 2024, les éléments de la section d'exploitation seront dans la continuité de ceux de 2023. En ce qui concerne l'investissement, la ville poursuit
la modernisation d'une partie de ses réseaux d'eau pluviale et d'assainissement. Elle lancera également une étude relative à la mise à jour de son schéma d'assainissement. Cependant, le budget disparaîtra au 31 décembre 2024 puisqu'il y aura le transfert de la compétence assainissement au SMEMAC. Et donc, en conclusion, pour 2024, la ville poursuivra son objectif de désendettement. Hors emprunt nouveau, le niveau de la dette du budget principal atteindra 17 458 000 euros après le remboursement de 27 272 632 euros de capital. L'emprunt qui sera souscrit en 2024 sera inférieur au capital remboursé et permettra à la ville de se désendetter. Voilà, maintenant, nous pouvons laisser la place aux questions et au débat. Merci pour cette présentation. Mickaël Guigeot et Anatole Sagou. Oui, monsieur le maire, madame l'adjointe aux finances, je remercie aussi les deux directeurs du service finances pour le travail et les documents fournis. Déjà, ça a été rappelé dans le document, ça a été rappelé par Véronique à l'instant, on sort de multiples crises. Crise sociale, économique, sanitaire, tout ce que géopolitique. Les foudres se sont abattues sur les finances publiques et les finances locales avec des sérieuses difficultés pour d'autres collectivités qui sont dans des situations compliquées, mais ce n'est pas notre cas, j'y reviendrai. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est l'actualité récente, c'est que le ministre a annoncé un tour de vis sur la dépense publique et les collectivités seraient impactées selon quel ordre de grandeur, on ne le connaît pas pour le moment. Mais en tout cas, déjà, on parle de fonds verts. Alors, une de mes questions, c'est est-ce qu'on bénéficie du fonds vert dans nos recettes? Mais je crois qu'il n'y aura pas que le fonds vert, finalement, au vu des derniers éléments entendus. Donc là, attention, est-ce que ça ne va pas nous conduire à des budgets modifiés, en tout cas sur nos collectivités, dans les mois à venir? Si on se penche sur les chiffres de la ville d'Autun, je le redis à chaque fois, les ratios habituels de comparaison d'une strate pour nos collectivités, ils sont pas hyper pertinents pour Autun parce que Autun a deux points importants qu'une ville de banlieue, de métropole n'a pas. C'est la charge de centralité et aussi le patrimoine exceptionnel. Donc on peut pas tout à fait nous comparer à d'autres parce qu'on a des spécificités quand même d'importance. Comme beaucoup de villes, alors peut-être point de méthode avant, alors c'est un peu compliqué d'analyser parce que on avait des tableaux 2019 à 2022, ensuite on a un point sur 2023 et une prospective sur 2024. Donc c'était pas très simple, mais en tout cas j'aurais préféré avoir la colonne 2023 dans les tableaux, mais c'est un point de méthode qui peut-être à étudier pour la prochaine fois. Donc comme beaucoup de villes, si on prend ce qui nous a été donné en termes de comparaison, prenons 2019-2022, on perd des marges de manœuvre à ce niveau-là. L'épargne brute, elle reste à un niveau honorable, ce qui est très intéressant pour poursuivre le désendettement. Donc on a vraiment une perspective positive de désendettement grâce à une épargne brute qui subit les aléas que vient d'évoquer, mais qui se maintient correctement. Par contre, pour l'épargne nette, en 2022, ce qui n'est pas le cas en 2023, on a accusé un peu le coup, ce qui est un petit point d'alerte pour éventuellement continuer à financer l'investissement par l'autofinancement. Voilà. Mais rassurons-nous, puisqu'on a deuxième point de comparaison, 2023 qui semble être finalement une année de rebond
pour les finances locales de notre ville, ce qui n'est pas le cas. Hein. On fait figure d'exception par contre. Hein. La situation financière de la ville d'Autun s'améliore en 2023. C'est loin d'être le cas de la majorité des collectivités. Donc voilà. Donc cette analyse 2019-2022, vous l'avez faite, c'est très bien. Ça permet de peut-être aussi de se dire qu'il y a des fragilités qui sont à surveiller. Mais en 2023, il y a eu des efforts de fait et ça s'est ressenti en tout cas dans les résultats. Un point d'amélioration aussi qu'on voit régulièrement, c'est que on n'a pas encore les taux de réalisés des investissements de 2023. Je l'ai émis à plusieurs reprises. Il serait important de se dire que on détermine mieux les investissements pour moins emprunter. Voilà. Là aussi, c'est un petit point d'amélioration. J'attends les chiffres 2023 avec une certaine impatience, tout comme l'ouverture du Trésor, pour rester dans la culture et les finances. Donc cette année 2023, elle me semble intéressante. Par contre, on a eu un mandat 2020, 2021, 2022, 2023 avec des investissements raisonnables. On va entrer avec le panoptique dans 3 ou 4 années où ça ne sera pas la même. On aura un challenge financier à réussir. Je pense que les éléments donnés, en tout cas, sont rassurants en termes de capacité d'autofinancement. Certes, le projet panoptique est financé largement par des partenaires, soit l'État ou les collectivités, départements, régions. Donc c'est vraiment un point important, mais on a beaucoup d'investissements à sortir quand même. Donc mon interrogation, c'est comment on va tenir ces bons résultats avec cet équipement auquel je suis favorable, auquel je tiens. Je ne remets pas en cause l'équipement, mais c'est un challenge financier. Il faut bien voir ça à l'esprit, que nos débats tranquilles au point de vue financier pendant 3 ans ne seront peut-être pas forcément les mêmes par rapport à ce qui est prévu et ce qui doit être assumé pour le dynamisme d'Autun. Pour arriver à maintenir ce niveau financier, je vous encourage à maintenir un sérieux budgétaire fort sans austérité, à contenir ce bon travail dans le cadre, on va dire, des premières dépenses du panoptique qui ont été faites. On sent que le projet est contenu financièrement, donc on va dire que le challenge aussi est de maintenir dans les enveloppes, dans le contexte d'inflation, etc., à un bon niveau de ce qui était prévu. Je vous encourage aussi à accroître la dynamique des recettes, parce qu'on peut toujours trouver d'autres recettes, et aussi à gérer, je l'ai déjà expliqué, à mieux serrer le calendrier investissement et emprunt. Donc les finances publiques locales, c'est également des services publics. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, il est très très important de rendre un service public de qualité à nos concitoyens, surtout dans les temps compliqués actuels, parce que la richesse de tous, avant tout, c'est le service public. Et ça, il faut l'affirmer, ce n'est pas que des dépenses. Un jour, si on supprime des services publics, eh ben, il faudra peut-être y réfléchir. Et je pense que vous avez aussi une belle capacité avec des fonctionnaires qui servent la ville d'Autun. Il convient de les saluer, que ce soit au niveau finance, au niveau de tous les services, qui font un travail formidable à travers les moyens qu'on leur donne, à travers la dynamique qui est actuelle. Et je pense qu'elle peut aussi nous permettre d'affronter les difficultés qui vont être sans doute persistantes par rapport au choc exogène que connaît l'État, que connaissent les collectivités. Et dernière question, quelles seront aussi vos grandes orientations en termes de social, culture, en termes ça marche pas? De sport? C'est ce que tu attendais, Eric, pour l'année 2024, et aussi simplement dire que tout ce qu'on fait, c'est aussi pour essayer de conjurer le choc démographique
que nos collectivités ont à subir, en tout cas de partout dans notre région, pour essayer de maintenir une population au moins équivalente, en maintenant celle qui est là et en attirant d'autres. Pardon. Merci beaucoup, pardon. Est-ce que si quelqu'un a un petit peu d'eau, ouais, je veux bien. Pour répondre. Hop. Bon, merci, c'est gentil. Je bois la bouteille. Il y a des infirmiers et des infirmières dans la salle, donc ça va. Alors, merci de ces différentes questions. Sur les dernières annonces du ministre de l'économie, et puis je laisserai Véronique compléter également mes propos. Sur les dernières annonces du ministre de l'économie, effectivement, il n'y a pas d'impact sur les collectivités annoncées pour l'instant, hors fonds vert. Nous n'avons pas de projet fléché sur le fonds vert qui demande de très très haut niveau d'amélioration environnementale. Or, de manière indirecte, le financement du SIDEL, mais qui a déjà obtenu, syndicat d'électrification, des avances très importantes du fonds vert sur l'an dernier. Donc potentiellement, marginalement, via notre adhésion et notre transfert de la compétence éclairage public au SIDEL sur l'an prochain, on aura peut-être des conditions un peu moins avantageuses et on fera peut-être des renouvellements de luminaires moins rapides que ce qu'on aurait pu espérer si le SIDEL avait l'intégralité du fonds vert, restant à prouver qu'il perdrait ce fonds vert. Le fonds vert sera diminué, mais non pas supprimé. L'an dernier, le fonds friche a été intégré au fonds vert et nous avons bénéficié de fonds friche sur l'ancien hôpital notamment. Et comme j'ai dit tout à l'heure avec Françoise, il y a encore des friches potentielles. Je pense par exemple, voilà, on a parlé dans le quartier Marchaux, sur l'hôtel Saint-Louis, qui est un dossier qui progresse lentement. C'est du juridique, mais sur lesquels on aurait pu émarger au fonds friche, encore que il aurait fallu que le projet soit suffisamment mature. Donc a priori, nous ne sommes pas impactés directement par la suppression ou la diminution d'1 milliard du fonds vert. Dans les annonces gouvernementales, il y a d'autre part des nouvelles plutôt bonnes pour notre strate de collectivité. D'une part, la réforme de la DGF en 2025, annoncée par le président de la République. Il y a eu hier une réunion du comité des finances locales sur la définition des critères de centralité pour la dotation centralité qui n'existe pas aujourd'hui. Il y a une dotation urbaine et une dotation rurale, d'ailleurs on touche les deux. Il n'y a pas de dotation centralité. Et le législateur veut faire une dotation inconditionnelle, une dotation centralité et une dotation ruralité. Donc ça pourrait être très favorable à notre strate et à voir, mais potentiellement, il n'est pas impossible que dans ce contexte des finances publiques de l'État tendu, nous ne touchions pas un peu plus de DGF. En 2028, il y a la réforme des bases pour les ménages de la taxe sur le foncier bâti, qui peut être aussi une opportunité pour certaines bases qui sont un peu faibles peut-être, opportunité qui amènerait peut-être à ajuster notre taux en fonction de la réévaluation des bases, pour ne pas faire supporter une hausse trop importante en fonction effectivement du calendrier de la péréquation. Autre nouvelle qui stabilise nos ressources, c'est la signature. Monique Gatier est absente aujourd'hui, mais la signature du contrat de ville. Nous sommes restés dans les zones rurales, nous sommes restés en même temps dans les quartiers prioritaires et nous avons re-signé un contrat de ville qui nous assure là aussi la dotation de solidarité urbaine et implique d'ailleurs nécessairement que le pacte financier fiscal communautaire traite de la question des charges de centralité. Là aussi, nous travaillons avec les collègues de la communauté de communes et les conseillers communautaires sur la vision du territoire que nous voulons porter et la nécessaire solidarité. Il y avait encore une réunion de bureau cette semaine ou la semaine dernière et la définition donc de notre futur pacte financier fiscal de solidarité dans lequel je souhaite, je crois que c'est d'ailleurs un consensus qui est en train d'émerger, que les charges de centralité soient mieux compensées qu'elles ne l'étaient jusqu'à présent et qu'on aille chercher effectivement les marges de manœuvre là où il y en a, c'est-à-dire parfois sur des communes qui thésaurisent par rapport à d'autres communes qui investissent davantage, y compris en ayant recours à l'emprunt. Alors,
effectivement, dans les comparaisons qui sont obligatoires dans le débat d'orientation budgétaire, dans le rapport d'orientation budgétaire, il y a les comparaisons avec les communes de notre strate qui sont effectivement pour beaucoup assez différentes parce qu'elles sont parfois à habitants égaux en périphérie de communes urbaines ou à taille égale avec des charges de centralité moindres que les nôtres au vu de notre patrimoine. Nous sommes d'ailleurs, je crois que c'est une information qui est intéressante et elle sera à l'ordre du jour d'un de nos prochains conseils municipaux, en train de passer un audit de la Chambre régionale des comptes sur justement les charges de centralité liées au patrimoine et l'entretien du patrimoine historique, qui est commun à un certain nombre de villes de la région Bourgogne-Franche-Comté et qui permettront d'objectiver justement ces charges de centralité et l'effort budgétaire qu'elles impliquent de la part de la commune. Alors, les chiffres, effectivement, ont été transmis jusqu'à 2022, parce que, en raison du passage à la nomenclature M57, les chiffres définitifs sont parvenus très tard, qu'on a voulu légèrement anticiper le vote du budget. Comme c'est dit, ce sera le 8 avril, donc l'anticipation, elle est légère. Hein, on aurait préféré la voter en mars. Mais étant donné les délais de convocation de 12 jours et le fait que les chiffres d'exécution définitifs ont été reçus très tard, on ne pouvait pas publier le tableau 2023, parce qu'en gros, voilà, quand on a envoyé le rapport, quand on a fini le rapport, on les avait pas encore. Bon, néanmoins, il y a certaines grandes masses qui sont indiquées, et c'est vrai que voilà, ça fait 2022, on parle de 2024, et les chiffres 2023 ne sont que donnés à titre indicatif, mais on les aura dans le contrat administratif très bientôt. Néanmoins, les grandes masses sont données. Hein. On passe d'un ratio de capacité de désendettement, comme l'a dit Véronique, à 5,4, ce qui est très sain, ce qui est même excellent. On a un désendettement qui se poursuit. On passe de 20,6 millions d'euros de dette à 20,1. L'objectif cette année est de descendre bien en dessous de 20 millions et potentiellement de se désendetter de plus d'1 million d'euros, voire de ne pas avoir recours à l'emprunt si possible. Ce sera possible avec, comme tu l'as souligné, l'amélioration de notre taux d'exécution budgétaire, parce qu'effectivement, on perçoit un certain nombre de produits d'avance, notamment de subventions de l'État, et on a à s'améliorer sur l'exécution budgétaire. Le goulet d'étranglement, c'est les moyens humains. Hein. On a publié, on en reparlera tout à l'heure, des postes pour des techniciens bâtiments, des ingénieurs bâtiments, des techniciens voirie, et où on a, mais toutes les collectivités, la communauté de communes aussi, des difficultés à recruter. Et donc, on pourrait aller plus vite si on avait plus de bonhommes dans les services ou de collaboratrices ou de collaborateurs. Et donc, on doit pouvoir s'améliorer. Néanmoins, quand on regarde les grandes masses du budget 2024, on sera environ à 9 millions d'investissements et 13-14 en fonction des restes à réaliser, ce qui nous permet de pouvoir, et comme on l'a toujours prédit et prévu et indiqué, pouvoir absorber les grosses masses d'investissements qui sont sur la fin de la programmation panoptique. D'une part parce qu'effectivement elles rentrent dans notre budget d'investissement général, d'autre part parce qu'elles sont financées. Notre taux de cofinancement est à 79% et l'enveloppe globale du projet a été très peu réévaluée. On est à 3%, donc on tient l'enveloppe, on tient nos cofinanceurs. Bon, ils nous tiennent aussi, hein, parce qu'ils cofinancent à 79%, mais on va dire qu'on est solidaire et ça nous permettra effectivement de pouvoir absorber. Hein, c'était aussi le pari de bénéficier du contrat de plan État-région, du soutien exceptionnel de l'État et du plan de relance, et donc de pouvoir d'affermir les deux premières tranches d'un coup. Donc, par exemple, vous voyez vous verrez dans les documents, mais sur 2023, on a déjà perçu 2,5 millions de subventions au titre du panoptique pour des travaux qui seront à engager. Et puis enfin, sur les marges de manœuvre, à trouver ou à retrouver. On a parlé un tout petit peu de la fin du PPP, éclairage public, qui va du coup nous amener à travailler avec le CIDEL et nous faire des économies. On a parlé tout à l'heure du chauffage urbain. On va travailler, on est vraiment aux prémices de l'étude technico-financière et de l'étude juridique, mais de travailler à peut-être une évolution de la DSP chauffage urbain. En revanche, une DSP qui est un avenant qui
qui est déjà à l'ordre du jour. Je crois qu'on a fait partir les convocations de la CCSPL sur l'avenant assainissement. Donc avant le transfert de l'assainissement, on a un avenant pour retravailler les grandes masses eau pluviale assainissement et voilà, on en a parlé aussi avec le SMEMA, qui permet de mieux retracer le coût réel de l'assainissement qui est porté par l'usager du coût réel des eaux pluviales qui est porté par le contribuable et qui sera qui sera défavorable à personne, mais qui sera plus équilibré et qui permettra dans le budget principal d'avoir des recettes qui étaient aujourd'hui sur les budgets annexes qui soient mieux retracées, donc plutôt, on va dire, à pression constante sur l'usager contribuable, plutôt intéressante pour la commune. On a revu la DSP du centre équestre, on l'a même résilié. On a revu la DSP, on a même créé une DSP affichage public qui nous rapporte un tout petit peu de sous par rapport à la convention d'occupation du domaine public, affichage public qui était précédemment là. On a revu la DSP fourrière. D'ailleurs, on a une pensée pour Alain Platret, qui était l'ancien fourriériste de la communauté de communes, mais on a repris la DSP fourrière en interne. Là aussi, on a optimisé. Et donc, avec la renégociation de ces contrats, finalement, ajouté à un autre contrat de partenariat, en fait, bail amphithéotique, qui est la gendarmerie. Donc, d'avoir revu ce contrat complexe pour être dans une contractualisation de bailleur à locataire direct avec l'État, finalement, nous permet de dégager des marges de manœuvre sur le fonctionnement. Et donc, je crois que j'ai répondu à l'ensemble des questions, et puis je laisserai Véronique compléter éventuellement. Mais donc, ça nous permet de maintenir un haut niveau d'investissement, de se désendetter progressivement avec un désendettement beaucoup plus important en 2023 et qui sera encore plus important en 2024. Ça nous permet de diminuer nos charges de la dette, mais aussi de pouvoir effectivement prévoir, si besoin, de mobiliser des emprunts. En politique de taux haut, on emprunte très peu. On a pu emprunter fortement en politique de taux bas, notamment pour la gendarmerie, à 1,4%, ce qui était excellent. Et ça nous a permis, quand on regarde l'évolution des intérêts de la dette, en moyenne, ils ont baissé de 8%. Il y a un effet taux, il y a un effet volume aussi. Les taux ont baissé, mais on a aussi moins emprunté. Et l'idée, c'est qu'on continue à baisser et qu'on tombe bien en dessous des 300 000 euros d'intérêt de la dette annuelle, qui nous permettront là aussi de gagner des marges de manœuvre en fonctionnement. Et donc, effectivement, ça suppose d'être précis et de bien cadrer notre exécution budgétaire sur les travaux, ce qui est un des enjeux sous-jacents à ce qu'a dit Véronique en termes managériels, en termes de protocole, c'est-à-dire que les dépenses que l'on vote, on puisse les exécuter dans l'année. On les exécute, mais parfois en N+1. Donc les dépenses que l'on vote, de les exécuter dans l'année. C'est pour ça qu'on a voulu voter un peu plus tôt le budget. J'aurais bien aimé qu'on vote un peu plus tôt, mais le passage en M57 nous a un petit peu ralenti. C'est pour ça qu'on a demandé déjà aux services, dès cette année, dès le début de l'année, d'engager pour avoir un bon taux d'exécution et faire en sorte qu'on soit finalement dans les budgets qu'on vous présente, au plus près de l'exécution de l'année N, et pas avec des projets qui se font sur 2 ans et qui du coup augmentent nos réserves et dégradent notre taux d'exécution. Véronique ? Oui, non, mais très brièvement, effectivement, pour revenir sur le taux d'exécution budgétaire, c'est vraiment, on va dire, en interne, dans notre collectivité, en fait que nous avons des marges de manœuvre à saisir. Et effectivement, bon, il y a eu des aléas comme le Covid, donc on pouvait comprendre qu'il y ait un taux d'exécution budgétaire qui soit beaucoup plus faible. Mais là, ces choses, ces marges de manœuvre, elles sont chez nous. Donc il nous appartient de les saisir. Donc il nous appartient aussi d'expliquer à chaque service, à chaque agent que engager ce qui doit l'être au plus tôt dans l'année pour ne pas avoir en fait cette pénalisation qui est lourde à supporter par la collectivité. Oui. Non, absolument. Je complète un tout petit peu, c'est-à-dire que comme on avait des budgets qui parfois pouvaient être arbitrés assez tard et qui bougeaient jusqu'au dernier moment, on avait des services qui attendaient le vote du budget pour engager. Donc là, on a arrêté le budget plus tôt. Voilà. Ce qui permet d'avoir un DOB aussi assez précis. Le budget est arrêté plus tôt, on le bouge plus, ce qui permet, et c'est une délibération juste après, ce budget étant déjà fixé, de pouvoir engager dès le 1er janvier
et de ne pas avoir la crainte que finalement des arbitrages soient revus jusqu'au vote du budget. Donc ça a supposé en interne qu'on avance aussi tout le calendrier de préparation budgétaire, et on a encore des marges de manœuvre pour s'améliorer sur le sujet. C'est effectivement un défi d'organisation interne qui aura un impact, non pas sur les taux, puisqu'au final, on va pas emprunter plus, on va pas dépenser moins ou dépenser plus, mais on va exécuter de manière plus fidèle dans l'année où les crédits sont votés. On aura moins de reports. Voilà. Anatole Sago. Merci, Monsieur le maire. Si vous le permettez, j'aimerais lire un mot au nom de Frédéric Brochot. Retenu cette semaine au Salon de l'Agriculture pour présenter le département de Saône-et-Loire, je regrette de ne pas être présent ce soir. Comme chaque année depuis le début du mandat, nous déplorons, à l'heure du débat d'orientation budgétaire, un contexte national particulièrement difficile. Comme c'est justement souligné dans l'introduction du rapport, les crises successives impactent considérablement et le quotidien et les finances des Français, des entreprises, comme ceux des collectivités. Et malheureusement, peu d'éléments, si ce n'est l'espoir, nous offrent un optimisme réaliste pour les années à venir. Au regard de la situation des finances publiques, comme ça a été dit des récentes annonces, il est en effet probable que de nouveaux efforts soient demandés aux collectivités. À ce contexte s'ajoutent les difficultés rencontrées sur notre territoire, qui a perdu ces dernières années des services importants, et le cercle vicieux perte d'habitants, perte de services nous alerte tous, et les prochaines années seront cruciales. Autun fait face à un risque important de chute démographique. Lors du dernier conseil municipal, vous disiez, Monsieur le maire, que l'objectif rêvé doit être le maintien de la population, objectif partagé naturellement, mais celui-ci semble particulièrement difficile à atteindre compte tenu du vieillissement de la population, de la diminution du nombre de naissances qui s'inscrivent dans la tendance nationale et de la répartition démographique sur la ville. Au regard de tous ces éléments de contexte, nous partageons entièrement les grandes lignes des orientations présentées dans le rapport, notamment accélérer le programme d'investissement, poursuivre l'amélioration de la qualité de vie, conserver des perspectives de dette soutenables, maintenir une politique de stabilité fiscale et accompagner prudemment la hausse des dépenses de fonctionnement. Là-dessus, on dirait plutôt contenir les dépenses de fonctionnement. Sur le fonctionnement, les recettes sont effectivement en augmentation, mais c'est principalement dû à une DGF en augmentation, une fiscalité dynamique avec l'augmentation des valeurs locatives de 7,1. Donc effectivement, il y a des augmentations, mais qui ne sont pas directement dues à la collectivité. Les travaux de préparation budgétaire font ressortir une réduction des charges à caractère général de près de 200 000 €, et on tient à saluer le travail de l'ensemble des services. Concernant les charges de personnel, effectivement, les mesures nationales entraînent des augmentations incompressibles. Nous souhaiterions, à l'image du tableau des effectifs qui est inclus, que vous puissiez nous transmettre un tableau par année qui nous permettrait de constater l'évolution des effectifs. Concernant les investissements, comme nous l'avons dit l'année dernière, il ne faudrait pas que le projet phare du mandat vienne freiner non plus les autres investissements nécessaires. Pour 2024, vous annoncez une enveloppe de 10 millions d'euros, dont près de 3,5 pour le panoptique. Pouvez-vous nous préciser un peu plus en détail quels sont les autres projets prévus pour cette année? Vous évoquez également pour 2024 un recours à l'emprunt qui doit être inférieur au capital remboursé. Êtes-vous en mesure de nous dire le montant? Alors j'ai cru entendre 900 000, mais je ne suis pas sûr du chiffre. Et pour conclure, j'insiste sur la dette, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, qu'il convient de maîtriser, car bien qu'elle soit en diminution, elle reste importante, ainsi que sur la fiscalité, mais nous aurons l'occasion d'y revenir lors du vote du budget. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense qu'on l'a dit, l'enjeu est maintenant, c'est un sujet national, hein, alors qu'avant, on avait pu craindre que c'était uniquement un sujet local. C'est l'évolution démographique, où on a un vrai enjeu, effectivement, à la fois en termes de pyramide des âges, avec un vieillissement qui va nous impliquer une politique multifactorielle. C'est pour ça qu'on est dans Ville Amie des Aînés, Communauté Amie des Aînés, pour travailler ensemble et anticiper ce choc démographique qui arrive devant nous. Et donc sur les autres sujets, donc les grandes lignes d'investissement sont données. Je vais citer quelques projets. Bon, en fait, ils sont dans le rapport, effectivement. Ouais. Oui. Donc simplement sur les principaux investissements
pour 2024, donc moi j'ai cité les grandes têtes. Autres travaux de patrimoine pour 1 777 000 euros. Installation et aménagement de voirie pour 1 210 000 euros. Travaux sur les bâtiments publics, près de 980 000 euros. Réseau d'éclairage et réseau électrique, 595 000 euros. Acquisition et renouvellement de mobilier, 567 000 euros. Frais d'études, 362 000 euros. Travaux sur le réseau d'eau pluviale, 240 000 euros. Matériel, services techniques, 190 000 euros. Bâtiment scolaire, 180 000 euros. Et agencement de terrain, 168 000 euros. Merci. Effectivement, donc les grandes masses, il y aura des travaux assez emblématiques. Donc la contribution de la ville aux côtés de la communauté de communes et du département sur le rond-point de Vendim pour environ un peu plus de 200 000 euros. La continuité de la réfection du boulevard Leroux, là aussi à peu près 200 000 euros. L'accessibilité du muséum, en fonction de nos travaux, peut-être plutôt à la fin de l'été, c'est 55 000 euros. Des travaux de voirie, donc dans les voiries, donc la désimperméabilisation, on a demandé des subventions, je crois qu'on a eu la notification, ou en tout cas l'accusé de réception, des travaux d'accessibilité qu'on maintient, un programme trottoir, notamment du côté de la rue d'Ingelheim, la Grange Vertu, rue de Parpa, des travaux importants d'eau pluviale, notamment secteur Saint-Branché, hein, on sait que c'est un endroit qui a besoin de travaux, notamment route de Saulieu, qui est très demandée aussi, il y a des habitants qui sont régulièrement inondés. La mise en séparatif sur une partie de la rue du Théâtre Romain, rue de la Croix-Verte. Donc voilà, pas mal de travaux d'eau pluviale, de réseaux d'eau pluviale qui sont prévus. Et puis un des gros postes de dépenses en voirie, ce sera la rue Pierre-Mauroy, c'est la rue qui est derrière la maison de santé Michel Gipaud. Et donc sans travaux de réseau en dessous, hein, ce sera la seule rue qu'on fera sans travaux de réseau en dessous, mais elle est vraiment, on a mis un peu de pointe-à-temps, mais elle est vraiment à refaire pour 180 000 euros environ. Et puis la rue de l'Arquebuse, hein, là les travaux vont commencer, là aussi c'est près de 300 000 euros qui sont budgétés sur la rue de l'Arquebuse. Voilà sur les grandes masses, mais on détaillera dans le vote du budget. Sur l'emprunt, l'objectif est d'avoir l'emprunt minimum. Si on peut ne pas emprunter, on va essayer de ne pas emprunter, ce sera assez nouveau. Sinon, d'être à au moins 1 million de désendettement, alors ce serait l'idéal sur cette année. Ce qui ferait avec 2023-2024 un désendettement fort, puisque effectivement le désendettement a été important. On est quand même passé à 20 millions de dettes. On était pas loin de 21. Voilà, on tutoyait 21 en 2019 et on est en 2023 à juste au-dessus de 20 millions. Donc on a déjà sur plusieurs années désendetté la commune de près d'1 million en euros constants, alors que l'inflation a connu des évolutions de plus de 7%. C'est d'ailleurs le tableau qui vous est fourni en bas. Et donc là, sur une année, on va essayer de réaliser le désendettement qu'on a fait en 3 ans. Sur les tableaux des effectifs, j'en ai pas parlé encore à l'équipe, mais je réfléchissais, puisque je vous en parlerai tout à l'heure, nous allons du coup être amenés à recruter un nouveau directeur général des services, à travailler sur l'année 2024 sur un rapport d'activité. Ce n'est pas obligatoire pour les communes de notre strate. Nous en avons fait en 2018. Il peut être intéressant d'en refaire un. C'est un travail important, c'est un travail lourd pour les services, hein, c'est un travail en plus de leur travail. C'est pour ça que on n'en fait pas systématiquement tous les ans. Je pense que c'est peut-être le moment de refaire un rapport d'activité de la commune qui permettra de tracer l'évolution du personnel, l'activité des services. Donc on verra, en fonction, il faut aussi que nos équipes exécutent, hein, c'est d'abord la première chose, et travailler au service des habitants, mais si
ça peut être le moment justement d'un temps zéro de faire le point et un rapport d'activité de la commune qui justement retracera. Donc voilà, je m'engage pas tout de suite là-dessus parce qu'il faut voir les charges de travail des services, mais je pense que ça peut être intéressant. Et je vous dirai justement un point sur la direction générale dans les délibérations suivantes. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Voilà, je pense que oui, et donc vraiment à regarder ce tableau en page 16, qui est vraiment intéressant. Merci à Adèle. Bon, merci à Adèle et merci à Agnès, parce que c'est son dernier. Vous êtes sûr? Parce qu'on vous garde, Agnès. Hein. C'est son dernier débat d'orientation budgétaire de la ville, avant sa retraite bien méritée en avril. Mais vous serez là pour le vote du budget, Agnès, ou allez, 8 avril, vous poussez jusqu'au 8 avril, Agnès? Vous partez quand, Agnès, exactement? Le 15 avril? Ah, bon, bah donc voilà, on sera encore là pour le 8 avril. Mais en tout cas, voilà. Sur le DOB, c'est le dernier, et ensuite sera le dernier budget. Bon, Adèle prend très bien la suite et le tuilage se passe très bien. Et justement, je voulais les remercier pour ce et je conclurai peut-être le débat d'orientation budgétaire s'il n'y a pas d'autres interventions. Sur le graphique que nous avons mis, page 16, qui vous montre en fait le désendettement réel de la ville, parce que 1 million en 2014, aujourd'hui actualisé de l'inflation, c'est 1 117 000. Nous, notre stock de dette en euros, il a baissé depuis 2014. C'est-à-dire que si on avait simplement maintenu la dette en fonction de l'inflation, on aurait augmenté quasiment de 17%. Or, on a baissé de 3-4%. Donc, et on a baissé la dette par habitant, alors que le nombre d'habitants a eu tendance à stagner, voire à décroître légèrement. Donc, on est plutôt pas mauvais, mais on veut accélérer effectivement le désendettement, comme ça a été plusieurs fois souligné dans les débats d'orientation budgétaire successifs. Et c'est ce qu'on a réussi à faire en 2023, et c'est tout l'enjeu 2024 de poursuivre ce désendettement. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres interventions, Véronique ou les collègues. S'il n'y a pas d'autres interventions, la formule rituelle, c'est donc de prendre acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire. Et je ne sais jamais, parce que la loi change toutes les 5 minutes. Est-ce qu'on doit voter ou pas? Non? Hein? Non? Ok. Hein? Adèle? Non? Bon, ils discutent. On prend acte, donc voilà, parce qu'il y avait des moments où il fallait voter. Donc je vous propose de prendre acte de la tenue du DOB et de passer à la délibération suivante, Cathy Nicolaou, sur la modification des tarifs municipaux. Oui, merci Monsieur le maire. Vous avez pu effectivement prendre connaissance de la modification des tarifs des services municipaux avec une annexe qui accompagnait le rapport. Vous avez donc pu constater que tous les tarifs n'étant pas impactés et ou n'étant pas concernés par une application à la même échéance, il vous était proposé un code couleur qui mentionnait des mises en œuvre de la tarification au 1er mars 2024, au 1er juillet 2024, au 1er septembre 2024 ou encore la tarification de services inchangés en 2024. Pour ce qui est des tarifs au 1er mars 2024, nous proposons de fixer les tarifs concernant les affaires funéraires, les droits d'occupation du domaine public, les locations de salles, la location du théâtre municipal, la location d'emplacement pour le marché de Noël, la participation concert à la carte, l'espace sport nature, l'utilisation de salles ou équipements sportifs, le golf municipal, le muséum d'histoire naturelle ou encore le trésor de la cathédrale. Pour ce qui est des tarifs au 1er juillet 2024, nous proposons donc de fixer les tarifs de la saison culturelle du théâtre. Pour le 1er septembre 2024, les tarifs municipaux concernés seront ceux des centres sociaux, tant dans l'utilisation que dans les activités proposées. Et considérant le maintien des tarifs municipaux pour les services, redevances de stationnement
et forfait de poste-stationnement, tarifs applicables sur les emplacements de food truck, tarifs d'occupation de la voirie communale, animation de la direction des musées et du patrimoine, activités particulières des centres sociaux tels que couture ou cuisine, le droit de photocopie dans les centres sociaux, les sorties familiales, animations à partager en famille et sorties exceptionnelles organisées par les centres sociaux, les locations de vélos et matériel associé à l'espace sport nature, les objets et services divers, l'école de sport nature, la location de cours de tennis et mini-golf, la location de l'espace sport nature, ESN. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les modifications et créations de tarifs de la ville d'Autun proposées et détaillées dans l'annexe, d'approuver les modifications dans les intitulés apportant modification, ajout ou suppression de certaines prestations, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document se rapportant à ce dossier. Merci beaucoup. Et donc, le point le plus important de cette délibération, c'est évidemment le tarif d'accès à la cathédrale et à son trésor. Donc, le billet trésor de la cathédrale, c'est le scoop de ce soir, 5 €, plein tarif, 3 €, tarif réduit. Et comme on l'a indiqué, c'est en visite guidée. Donc, voilà, à partir du 15 avril probablement. Et nous avons négocié quelque chose d'unique en France, c'est que nous ne reverserons pas au Centre des Monuments Nationaux de royalties. Non, mais c'est important de le dire quand même. Et donc, c'est l'objectif, puisqu'on paye quand même un guide pour ça. Donc, l'objectif est d'équilibrer, voire de dégager une légère recette. Et donc, probablement néanmoins d'avoir un léger déficit, parce que c'est quand même un équipement qu'on ouvre avec des guides qui seront là. Et on ne sait pas exactement, il y a quand même un risque commercial, est-ce que ce sera plein ou pas. Mais en tout cas, voilà le tarif qui reviendra à la ville pour payer ses guides. 5 € par plein tarif et tarif réduit 3 €. Et les groupes sont maximum de 18 personnes, je crois, et préférablement de 12. Et tout ça sera communiqué par la ville, l'office de tourisme, l'État, le clergé en temps utile. Sur cette grille de tarifs. Je remercie également les services parce que c'est, je crois, la première fois qu'on a une grille exhaustive des tarifs municipaux. Il y avait régulièrement des tarifs qui étaient passés et donc ça permettra pour les années à venir de reprendre. Ça a été un travail important de lister l'ensemble des tarifs que nous avons et donc de permettre de pouvoir reprendre à partir de cette grille et de pouvoir faire évoluer en fonction de l'inflation. Comme vous l'avez vu, les tarifs, un certain nombre de tarifs sont inchangés, les autres varient entre 6 et 8%, ce qui est l'inflation de l'an dernier. Sur cette délibération de modification de tarifs, y a-t-il des questions? Anatole Sago. Merci. On regrette quand même sur le tableau de ne pas avoir les tarifs en vigueur 2023. Ce qui facilite pas du tout la lecture des 30 pages d'annexes, puisque, mis à part les tarifs qui restent inchangés, on a du mal à constater l'évolution. Donc, par conséquent, on s'abstiendra sur ce point, parce qu'on estime ne pas avoir suffisamment d'éléments. Merci. Alors, on a... pour certains tarifs, notamment funéraires, on a les tarifs 2023. On ne les a pas pour la location de salles. Il y a certains tarifs qu'on a créés. Direction des sports, on les a. Ça a été tout un travail aussi de remise en forme. Hein. Mais ils sont... Bon, après, c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des tarifs qui sont publics, on peut retravailler. C'est vrai que c'est plus facile de les avoir comme pour les pépinières commerciales de manière synthétisée. Nous-mêmes, on n'a pas le document synthétisé avec l'ensemble des tarifs 2023-2024, mais en gros, on est sur une évolution entre 6 et 8%. Après, on a arrondi parfois, par exemple, pour la concession de 50 ans de 2 mètres carrés, on était à 943,25 €. On passe à 1020 €. En arrondissant, on a plus sur les concessions, on n'a plus de centimes. Donc on a arrondi à l'euro supérieur.
Et on a essayé surtout de ne pas toucher aux tarifs les plus sociaux et tout ce qui est plutôt location de salles, cimetières, etc. Location de salles, on ne bouge pas, et cimetières. On a mis les locations de SIAP qu'on n'avait pas forcément. On a créé, d'ailleurs, je ne sais pas si on a mis les tarifs qu'on a créés, mais il y a eu des créations de tarifs. SIAP, c'était des prestations qu'on ne faisait pas. Je ne vais pas le dire publiquement, mais on ne les contrôlait pas forcément trop, alors que c'est obligatoire d'avoir un SIAP sur certaines manifestations. Donc désormais, quand on loue une salle, et en fonction de la catégorie, on propose un SIAP. En fait, c'est un agent de la ville. On a plusieurs agents qui sont SIAP et qu'on propose en mise à disposition, qu'on refacture on paye évidemment l'agent en heures supplémentaires, c'est souvent le soir et le week-end, et on refacture à la personne. Donc voilà, c'est vrai qu'on aurait pu... on a essayé de faire une clarté avec une annexe générale des tarifs, et sur la prochaine évolution, ce sera beaucoup plus simple de reprendre les tarifs précédents et d'avoir les tarifs nouveaux. Sur cette première synthèse globale des tarifs, ça n'a pas été forcément le plus facile, et le cas, j'entends la critique. Pas d'autres questions. Je vous propose de passer au vote. Donc, tu avais dit abstention. 2 abstentions, 4 abstentions. Florence Garnier, Angèle Gorini, Frédéric Brochot, Anatole Sago. Pas d'opposition. Je vous remercie pour l'adoption. Je vois qu'il y a des allers-retours. Je vous propose peut-être, avant de finir, une... Non ? Ah bah ok, très bien. Si. Il y a ceux qui ont... Bon, il y a une demande des conseillères municipales de faire une légère pause. Donc je vous propose 10 minutes de pause. Donc on reprend à 10 minutes, parce que visiblement il y en a qui... Donc 21h30 ici pour les dernières délibérations. Merci pour l'adoption de celle-ci et à tout de suite.